Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. On va encore se laisser 2-3 minutes. On a des participants qui arrivent et on commence bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Les clés pour analyser vos accidents du travail et éviter qu'ils ne se reproduisent. Les intervenants de ce webinaire aujourd'hui, nous avons Sébastien Lemétayer, ingénieur conseil à la CARSAT Languedoc-Roussillon. Bonjour. Nous avons Louis Oléon, ingénieur conseil à la CARSAT Midi-Pyrénées. Bonjour. Et Sandra Johannes et moi-même du service communication de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Bonjour. Bonjour Sandra. Donc ce webinaire, c'est pour vous donner quelques clés afin d'analyser vos accidents du travail lorsqu'on est une petite entreprise et surtout vous présenter un outil en ligne spécifiquement créé pour les petites entreprises qui facilite la démarche d'analyse. Avant de commencer ce webinaire, vous avez l'onglet questions. On vous invite tout au long du webinaire à nous poser toutes vos questions. On y reviendra en fin de webinaire. Vous avez également l'onglet chat pour partager entre vous votre expérience. Je vous partagerai au cours de ce webinaire le lien afin de prendre quelques instants. On vous en remercie par avance pour répondre au questionnaire de satisfaction. En bas à droite de votre écran, au niveau des 3 petits points, vous allez pouvoir télécharger la documentation de ce webinaire ainsi que la présentation. Voilà, je vous rappelle les questions à poser dans l'onglet questions et on y revient à la fin de ce webinaire. Je pense qu'on est arrivé au maximum de nos participants. On va pouvoir démarrer et je laisse la parole à Louis Oléon. Merci. Merci. Eh bien, déjà, nous allons nous présenter. Donc, l'assurance maladie risque professionnel est la branche dédiée à la santé et sécurité au travail de la sécurité sociale. Et donc, nous déployons les missions au travers un réseau de 21 caisses régionales. Donc, il y a 16 CARSAT, une CRAM en Ile-de-France et 4 CGSS pour les DOM-TOM. Et nous nous appuyons également sur les travaux et les recherches de l'Institut national de recherche et de sécurité, qui est l'INRS, et de son relais international, qui est Eurogip. Nous avons 3 missions qui sont complémentaires et interdépendantes. Donc la première mission, c'est la mission de réparation, qui vise à instruire les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'indemniser et d'accompagner ensuite toutes les victimes. Ensuite, nous avons la mission de tarification, qui calcule et notifie le taux de cotisation aux entreprises de manière annuelle. Donc, je vous rappelle que la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles en France, elle est entièrement à la charge des entreprises. Et puis enfin, dernière mission, nous avons la mission de prévention afin d'aider les entreprises à prévenir les risques professionnels. Donc notre objectif, c'était vraiment de vous accompagner, d'accompagner les entreprises pour qu'il y ait le moins d'accidents du travail et de maladies professionnelles possible. Et pour ce faire, nous mettons à disposition des offres de services donc, qui vont de l'accompagnement direct en entreprise
sur des risques particuliers. On déploie des programmes de prévention nationaux sur les troubles musculo-squelettiques, le risque chimique. Nous avons également des programmes d'action régionaux qui tiennent compte des spécificités des territoires. On a une offre de formation complète. On met à disposition également de la documentation technique sur différents secteurs et différents risques. Et nous avons aussi la possibilité d'aider financièrement sur des secteurs ou par type de risque et avec des aides financières. Et ces aides financières sont évidemment soumises à certains critères, notamment le critère de l'effectif. Au niveau national, en quelques chiffres, donc la branche assurance maladie risque professionnel couvre 19 millions de salariés du secteur privé, donc 2 millions d'établissements qui sont assurés. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, nous avons eu un peu plus de 600 000 accidents du travail, donc 70 millions de journées perdues liées à des accidents ou à des maladies professionnelles. Donc ce carrousel présente notre boîte à outils complète développée pour les TPE, donc adaptée aux spécificités d'une petite entreprise et à celle de votre secteur. Et donc nous mettons à disposition des outils pour vous permettre d'agir en prévention. Ces outils, ils sont complémentaires, ils sont gratuits, anonymes, et ils vous permettent de structurer votre démarche de prévention. Donc il y a certains outils qui sont génériques et d'autres qui sont spécifiques à certains métiers. Je pense notamment à l'outil ERA qui permet d'évaluer les risques. Et ces outils interviennent à différentes étapes d'une démarche de prévention. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on ne va pas vous présenter l'ensemble de ces outils, mais on va faire un focus sur l'étape d'analyse des incidents et des accidents du travail avec la présentation de l'outil que nous avons mis en place. Donc on va commencer, je vais vous faire participer. On voulait avoir votre retour. Est-ce que vous savez combien en France il y a d'accidents du travail par jour? Voilà, n'hésitez pas à indiquer dans le chat votre réponse. On va prendre 15 secondes pour s'arrêter là-dessus et pour avoir un ordre d'idée. Est-ce que vous avez un ordre d'idée sur le nombre d'accidents du travail par jour en France? Beaucoup trop, oui, effectivement, Frédéric. Voilà, on a 130 000, 3000. Donc effectivement, on a quand même les ordres d'idées. Bon, je vais pas garder le suspense plus longtemps, mais j'ai vu des réponses aux alentours de 1500, donc bien joué. Voilà, en France, on a par jour environ 1650 accidents du travail, donc ça c'est sur les chiffres 2021. Et on a presque 2 décès par jour, par le fait ou à l'occasion du travail. Donc on vient de voir qu'on n'a pas tous ces ordres d'idées en tête. Et c'est vraiment des chiffres qui sont marquants et donc nous voulions les relever aujourd'hui. Donc pourquoi analyser un accident du travail? C'est une étape cruciale de la démarche de prévention, même si de fait elle arrive a posteriori. Mais analyser un accident de travail va vous permettre de comprendre ce qui est arrivé, d'identifier les causes de sa survenue et du coup de mettre en place des actions correctives afin d'empêcher sa reproduction dans l'entreprise. Et analyser l'accident du travail va également améliorer le fonctionnement de l'entreprise parce que vous aurez une compréhension globale des dysfonctionnements et du travail réel de vos salariés. Une analyse, elle doit être faite après chaque accident de travail et elle doit être formalisée suivant une méthodologie qui est définie en amont. On y reviendra après, on propose une méthodologie. Et donc, de fait, si l'AT n'est pas analysé, ben, le risque de voir se reproduire cet accident avec des conséquences bien plus graves augmente fortement. Quelques chiffres encore sur les 3 principales causes d'accidents du travail en France. Donc, pour moitié, ils sont dus à des manutentions manuelles. Ensuite, nous avons 30% des accidents qui sont liés à des chutes de plein pied et de hauteur. Et enfin, on a 9% des accidents qui sont liés avec l'utilisation d'outillage à main. Alors, l'accident n'est pas une fatalité. Il est jamais dû au hasard. Et les causes d'un accident de travail sont toujours multiples. Donc, pour pouvoir être pertinent et mettre en place des actions de prévention qui soient pérennes, il faut identifier l'ensemble des causes de dysfonctionnement de l'entreprise à tous les niveaux, que ce soit au niveau technique, au niveau organisationnel, au niveau des relations sociales également. Mais voilà, on insiste sur le fait que l'accident, c'est la conséquence d'une combinaison de facteurs et il ne faut pas s'arrêter à la première cause identifiée.
Ça, c'est très important. On y reviendra aussi par la suite. Ensuite, analyser un accident du travail, c'est prendre du temps en groupe. Et j'insiste sur la notion de groupe pour pouvoir réfléchir, se questionner, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, identifier les causes et agir en conséquence en proposant des actions de prévention adaptées. Donc après, il n'y a pas forcément de règles sur la composition et le nombre de participants. Il est adapté en fonction de votre situation, de l'entreprise, donc de son effectif, de son organisation, du type d'accident du travail également, avec les conséquences qu'il a entraînées. Mais il ne faut pas hésiter, il ne faut pas que vous hésitiez à faire appel à différentes compétences pour que vous ayez une vue globale de l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise et, comme je l'ai dit, des situations réelles de travail sur les postes. Donc le groupe est constitué de l'employeur ou de son représentant qu'il a désigné, des représentants du salarié, puis n'hésitez pas à y ajouter des membres de l'encadrement, des salariés qui ont une bonne expérience sur l'ensemble des postes et potentiellement sur le poste sur lequel a eu lieu l'accident. Mais vraiment, l'essentiel, c'est que l'analyse de l'AT ne soit pas réalisée par une seule et unique personne, mais bien qu'elle soit faite en groupe. Donc sachez que l'employeur doit s'appuyer sur l'ensemble des compétences des salariés en matière de prévention des risques professionnels et notamment celle du salarié désigné compétent. Donc il va s'occuper des activités de protection et de prévention des risques et il va aider l'employeur à mettre en œuvre la démarche de prévention. Donc c'est vraiment un salarié très important, un acteur clé dans l'animation de la santé et sécurité de l'entreprise. Évidemment, il faut qu'il ait les moyens d'effectuer sa mission. Donc, il faut qu'il ait les connaissances, accès à des formations. Il faut qu'il ait le temps nécessaire ainsi que l'autonomie pour effectuer sa mission. Et il faut également qu'il puisse avoir accès à certains documents et à certaines informations de l'entreprise, notamment relatives à la prévention, comme des fiches de données de sécurité, par exemple des projets de réorganisation ou l'achat d'une nouvelle machine pour qu'il puisse anticiper les éventuels risques et mettre en place les mesures qu'il faut. Après, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut que vous ayez en tête que le salarié désigné compétent, c'est pas forcément un expert de l'ensemble des risques. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à des outils ou à des organismes externes pour vous aider. Typiquement, vous pouvez utiliser la boîte à outils TPE qu'on vous présente, qu'on a mis à disposition avec notre réseau assurance maladie et risques professionnels. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un outil spécifique pour l'analyse des AT, mais comme je l'ai dit au début, il en existe bien d'autres. Donc n'hésitez pas à faire appel à des personnes extérieures et à des outils qui pourraient venir vous aider. Donc comme je l'ai dit en début de ce webinaire, l'analyse de l'AT doit être formalisée suivant une méthode définie en amont. Et donc nous proposons une méthode en 5 étapes qui va vous permettre de mener une analyse complète. Donc, comment ça se passe? En groupe, donc j'insiste, je réinsiste sur la notion de groupe. La première étape consiste à recueillir les informations relatives aux circonstances de l'accident du travail. Donc, il faut la faire le plus tôt possible pour éviter la perte d'informations, l'interprétation ou la déformation de propos. Donc, c'est le fameux qui, quand, quoi et où. Une fois que vous avez recueilli les informations, il faut s'intéresser au déroulé de l'accident en s'intéressant aux événements qui l'ont directement généré, ainsi qu'aux événements plutôt antérieurs qui ont participé à sa survenue, donc le fameux comment. Et ça va vous permettre d'identifier les causes de l'accident. Donc toujours pareil, j'insiste sur le fait qu'un accident, c'est multicausal. Donc il ne faut pas s'arrêter à la première cause qu'on trouve. On s'intéresse en premier lieu aux causes directes, donc les causes ayant directement occasionné l'accident. Donc par exemple, typiquement, une défaillance machine ou une collision engin piéton. Et dans un second temps, il ne faut pas oublier de s'intéresser aux causes plus profondes qui ont occasionné et qui ont entraîné la survenue de l'accident. Si je reprends les mêmes types d'exemples, typiquement sur une défaillance machine, on peut avoir l'absence de maintenance de la machine à prendre en compte, ou sur une collision engin piéton, on peut avoir une coactivité importante ce jour-là avec un manque d'éclairage. Donc pour ce faire, vous disposez de différentes méthodes avec l'arbre des causes, les 5 pourquoi, le diagramme d'Ishikawa. Et donc à partir de ce travail de recueil d'informations, de détermination du déroulé de l'accident, d'identification des causes, vous allez pouvoir proposer
des mesures de prévention qui soient adaptées, pertinentes et pérennes pour l'entreprise pour éviter la survenue de l'accident du travail. Pour ces actions de prévention, n'oubliez pas de les formaliser dans un plan d'action avec pour chaque action la temporalité, les budgets associés, le responsable de l'action pour assurer la traçabilité et le suivi. Et donc après, l'employeur doit s'assurer que ces actions retenues sont mises en œuvre. Et puis, donc, il faut vérifier leur application. N'hésitez pas à s'assurer qu'elle ne génère pas d'autres risques. N'hésitez pas à y revenir dessus, à analyser les écarts potentiels entre les résultats attendus et les situations observées pour toujours adapter les actions qui sont mises en place et éviter toujours la reproduction des accidents du travail. Voilà la méthode que nous préconisons. Je vais laisser maintenant la parole à Sébastien qui va donc, sur la base de cette méthode, vous présenter l'outil que nous avons mis en place. Et puis voilà, je te laisse la parole, Sébastien. Merci Louis, c'était très clair. Alors, un outil est mis à votre disposition, un outil en ligne de l'INRS qui s'appelle Agir suite à un accident du travail. Alors, effectivement, on dit que cet outil est spécifiquement dédié aux entreprises de moins de 50 salariés de tout secteur d'activité. Rassurez-vous, si vous êtes plus de 50, vous pouvez aussi l'utiliser. C'est une des questions qui était posée puisque c'est un webinaire qui a eu lieu à plusieurs reprises déjà. L'objectif de cet outil, c'est bien de vous aider dans cette démarche d'analyse des accidents et dans le choix des actions correctives en vous guidant petit à petit dans cette démarche-là. Vous le trouvez sur le site de l'INRS et Élise, merci, a mis le lien sur le chat. Alors, la première étape, elle est fondamentale. La première étape après un accident du travail, c'est recueillir les informations et identifier les faits. J'allais dire les faits, rien que les faits. C'est pour cette raison que, avant d'utiliser l'outil en ligne, on vous recommande d'aller télécharger un guide d'enquête sur le site de l'INRS. Et avec ce guide d'enquête, vous allez pouvoir recueillir un certain nombre d'éléments relatifs à l'organisation du travail, l'environnement du travail, les produits ou les matériels utilisés, la tâche, le travail qu'il y avait à réaliser, et puis la victime. Ce qui est important dans cette phase de recueil, c'est que plus le recueil va être riche en informations, plus vous disposerez d'éléments ensuite pour pouvoir analyser l'accident du travail. A contrario, si vous avez un recueil qui est plutôt faible, vous aurez du mal derrière à analyser l'accident du travail, ou alors il va falloir revenir sur le recueil des faits pour poser des questions à nouveau sur l'accident, ses conditions de survenance, discuter avec la victime, ce qui en soi est une bonne chose évidemment, mais plus vous recueillez d'éléments dès le départ, plus vous aurez de facilité ensuite à pouvoir passer à l'autre étape. J'insiste aussi sur un autre point, quand je disais les faits, rien que les faits, il faut bannir de cette approche les opinions, les jugements de valeur. Je donne un exemple. Monsieur X semblait déborder ce jour-là sur la ligne de production. Non. Dès lors que vous dites Monsieur X semblait déborder, vous émettez un jugement de valeur. Il va falloir constater le fait que la capacité de traitement de la personne par rapport à la vitesse d'avancement de la ligne ou la vitesse de production n'était pas en rapport, ce qui est complètement différent. Donc, les 3 conseils à retenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, collecter les éléments le plus tôt possible, surtout pour éviter les interprétations et les déformations qu'il pourrait y avoir ensuite. Alors ça se fait à chaud le plus souvent, mais c'est vrai qu'à froid, ça permet aussi de revenir sur un certain nombre d'éléments, notamment quand on est sur des analyses un peu plus fines. Pour identifier les faits, la meilleure solution, c'est d'utiliser la forme affirmative. L'objectif, encore une fois, c'est de ne pas orienter vers une responsabilité ou une faute individuelle, ou tout de suite vers des solutions évidentes. L'approche qu'on appelle l'approche comportementaliste des accidents du travail, c'est une approche qui a déjà plusieurs dizaines d'années,
par laquelle on considérait que finalement l'accident du travail était uniquement lié au comportement du salarié. Et en fait, vous verrez tout à l'heure que non, l'accident du travail n'est pas seulement, tout simplement lié au comportement du salarié. Et puis le troisième conseil, ne pas stopper trop rapidement l'analyse et s'intéresser à l'organisation du travail. Louis en parlait tout à l'heure, hein, notamment sur les causes profondes. Voilà. Pourquoi y a-t-il eu une défaillance machine? Et puis vous allez réfléchir aux conditions dans lesquelles cette machine a été maintenue. Est-ce qu'il y avait un plan de maintenance? Est-ce qu'il y avait une intervention ce jour-là? Est-ce qu'il y a eu une intervention avant, etc. La deuxième étape va consister à déterminer les causes de l'accident. Je vous en ai parlé un petit peu là. Louis vous en a parlé un peu avant aussi. Donc, avec cet outil, vous allez pouvoir identifier les causes directes. Ce sont les causes qui ont directement causé l'accident. Le vérin de la machine s'est mis en marche alors que le salarié avait les mains au niveau de l'outil. Okay. Et les causes profondes, c'est d'aller chercher beaucoup plus en amont pourquoi le vérin s'est mis en route, comment la machine était maintenue, quelle organisation avait été mise en place, comment le mode opératoire était défini, comment le salarié avait été formé, etc. etc. Vous avez plusieurs méthodes d'analyse qui existent. Hein. Louis en a parlé aussi, hein, la méthode de l'arbre des causes, la méthode Itamami, qui est plutôt une méthode propre au réseau des caisses, des CARSAT, des CRAMIF et des CGSS. Donc Itamami, individu, tâche, matière et milieu, ça revient à un diagramme d'Ishikawa. La méthode des 5 pourquoi. Ces méthodes-là, si vous n'avez pas été formé, c'est un peu compliqué pour pouvoir les utiliser. L'idée, là, avec cet outil, c'est de pouvoir vous proposer déjà, non pas des réponses ou des solutions toutes faites, mais de vous guider dans cette réflexion sur l'analyse de l'accident, sachant que vous pouvez toujours ajouter des éléments par rapport à ce qui vous est suggéré. Donc, l'objectif de cette étape, c'est d'identifier les causes qui ont participé à la survenance de l'accident du travail sur les 5 items que j'ai évoqués tout à l'heure: l'organisation du travail, l'environnement du travail, les produits ou les matériels utilisés, la tâche à effectuer, le travail, et la victime. Vous retrouvez des éléments dont j'ai parlé juste avant, hein, Ishikawa, Itamami, individu, tâche, matière, milieu. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez identifié les causes profondes de la survenance de cet accident du travail, vous allez identifier les mesures à mettre en place. Je rappelle, comme Louis l'a dit tout à l'heure, ce travail, c'est un travail pluridisciplinaire collectif. Dans certains cas, vous pouvez tout à fait associer la victime de l'accident du travail pour pouvoir construire avec elle non seulement la genèse de l'accident du travail, les causes probables de l'accident du travail, notamment s'il y a eu des défaillances machines par rapport à un fonctionnement normal, entre guillemets, mais aussi pouvoir associer, pourquoi pas, le bureau des méthodes selon la taille de l'entreprise, le technicien ou la personne qui s'occupe de la maintenance, pourquoi pas le responsable de secteur, etc. Troisième étape, dans les mesures à mettre en place, vous allez identifier pour chacune des causes plusieurs actions correctives concrètes sur 3 domaines: la technique, l'organisation et l'humain avec un grand H. Je vous disais tout à l'heure, l'approche il y a plusieurs dizaines d'années qui était une approche comportementaliste faisait porter uniquement sur le facteur humain la survenance des accidents du travail. Sous-entendu, le salarié n'a pas respecté les consignes. Aujourd'hui, et depuis longtemps, on est dans cette approche multifactorielle. Alors, quand vous allez parler de la technique, vous allez préconiser des mesures à mettre en place. D'abord, des mesures de protection collective. Là, on est sur ce qu'on appelle les principes généraux de prévention. D'abord, des mesures de protection collective. Je donne un exemple, c'est une barrière immatérielle, c'est la réparation de la machine, etc., etc.
Ensuite, des mesures organisationnelles. On parle de mode opératoire, on parle de planning de travail, de procédures, pourquoi pas de fiches de poste. Et enfin, on va parler du facteur humain avec la formation du salarié. C'est la façon dont il est équipé en termes de protection individuelle. Et là, on est sur le dernier rempart de protection. Je pense notamment au bruit, mais pas seulement, toujours en termes d'exemple. Si vous avez du bruit dans un atelier, la première priorité, c'est de traiter le bruit à la source. Donc, encoffrer la machine. Et si on remontait même encore avant, l'idée, ce serait d'acheter une machine qui fasse moins de bruit. Si vous faites plus tourner la machine, elle fera plus de bruit, mais vous ne produisez plus, donc c'est pas la question. Mais vous voyez bien que la façon de traiter les problèmes de manière collective, c'est d'abord le problème à la source, et ensuite des bouchons d'oreille. Ce qui n'empêche pas que vous mettiez des bouchons d'oreille à chacun des salariés qui sont à proximité de la machine ou qui y travaillent, pendant que vous réfléchissez à la façon dont vous allez encoffrer cette machine ou éventuellement traiter les murs de l'atelier. Pour chacune des causes retenues, vous allez identifier plusieurs mesures prédéfinies. Donc, pardon, je remets mes lunettes. Et vous allez trouver, par rapport à un problème d'éclairage, je cite, identifier et éclairer les zones d'ombre. Ça revient à dire que vous avez fait une cartographie quasiment, où vous avez identifié au niveau de l'atelier ou des allées de circulation, des zones éventuelles d'ombre. Donc, a priori, des zones dans lesquelles l'éclairage serait moins homogène qu'ailleurs. Vous allez réparer les éclairages défectueux. Avant de réparer un éclairage défectueux, on pense à nettoyer et dépoussiérer des éclairages. Vous savez qu'un éclairage d'atelier ou de locaux de travail sans poussière, et ça fait baisser le niveau d'éclairement dans l'atelier. Donc, de prévoir de le nettoyer régulièrement, c'est aussi une bonne chose. D'autres mesures, installer des éclairages avec des détecteurs de présence ou prévoir différentes sources lumineuses. Par exemple, cette démarche-là, vous pouvez l'avoir sur des mesures correctives sur chacun des items. Et cette réflexion-là sur les solutions à apporter, l'intérêt d'être à plusieurs, c'est que le technicien qui s'occupe de la maintenance va pouvoir non pas donner son avis pour dire « Ah, mais ça va coûter cher » ou « Ça, c'est pas possible pour telle et telle raison ». C'est d'abord de réfléchir aux mesures et ensuite, dans le plan d'action, de dire « Ok, ça coûte très cher, on va le prioriser, mais on va le mettre en priorité, éventuellement 2 ou 3. Et on le met ça dans le plan d'investissement. Et on voit ça avec la direction comptable. Et puis d'autres mesures qui seront plus faciles, peut-être moins onéreuses à mettre en œuvre, que vous allez prioriser différemment. Ensuite, l'étape 4, c'est justement la formalisation de ce plan d'action. Vous avez analysé l'accident, vous avez identifié les causes profondes, vous avez trouvé des solutions, sans émettre de jugement sur votre capacité à mettre en œuvre ces solutions. Dans le plan d'action, vous allez porter l'ensemble de ces solutions avec, et Louis en a déjà parlé tout à l'heure, c'est qui va mener cette action. Quel est le budget qu'on va engager pour cette action-là, ou quel est l'ordre de grandeur de l'investissement. Ça peut être ça dans un premier temps. Et quelle est la date de mise en place souhaitée. Si c'est un chantier, c'est le début du chantier et la fin du chantier. L'idée, c'est bien de faire en sorte que chacune des mesures mises en place ait fait l'objet d'un suivi et qu'on ait évalué l'efficacité de la mesure. Avec cet outil, avec l'outil Agir suite à un AT, vous aurez un plan d'action téléchargeable sous format Excel, dans lequel vous allez trouver un certain nombre d'éléments. Vous voyez là qu'on parle du rythme et de la charge de travail, et puis on parle toujours du problème d'éclairage, avec des exemples sur le début de la première mesure, la date de réalisation, qui a réalisé ça, et puis combien ça a coûté, par exemple,
réparer les éclairages défectueux, on est sur 300 €. Là, c'est un exemple, hein, encore une fois, hein, mais là, on est dans cette étape de plan d'action qui correspond quasiment à une programmation d'action qui permettra d'avoir ce suivi beaucoup plus efficace. Je reviens sur les essentiels en termes d'analyse et de programmation. Je l'ai dit, l'analyse, elle se fait à plusieurs personnes. Donc l'objectif, c'est bien de partager et les approches et les analyses, puisque l'opérateur ou le chef d'atelier auront une analyse différente de la survenance de l'accident du travail et auront vraisemblablement des préconisations ou des idées d'amélioration différentes et complémentaires. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de procéder avec méthode, et vous pouvez vous aider des outils de l'INRS. Donc là, on parle bien des causes réelles de l'accident. Je reviens sur le recueil des faits de tout à l'heure. On est sur des faits, rien que des faits. Pas de jugement de valeur, pas d'interprétation. Les causes réelles. Donc, et puis la troisième étape, c'est la formalisation dans le plan d'action, avec une expression anglaise, mais on est sur, comme je disais tout à l'heure, de la planification. Et puis, une fois que vous avez un planning de réalisation, vous pouvez régulièrement faire un point sur le planning. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui éventuellement pose des difficultés? Quelles sont les difficultés? Comment on peut les lever? Comment on est par rapport à cette mesure-là? Est-ce qu'on est loin? Est-ce qu'on a pris du retard? Etc., etc. Évidemment, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous avez en entreprise des ressources qui sont limitées, d'où l'intérêt de pouvoir formaliser clairement ce plan d'action par rapport à votre capacité et financière, et technique, et humaine de réaliser ces plans d'action-là. Pour aller plus loin, vous avez deux brochures. Celle de gauche, INRS ED 6481, et je remets mes lunettes parce que c'est beaucoup trop petit, et qui s'appelle Analyser les accidents du travail et agir pour leur prévention. Cette brochure vous guide de façon pratique tout au long des différentes étapes de la démarche. Cette brochure est gratuite, vous pouvez en faire la demande auprès de votre CARSAT, CRAMIF, CGSS. Elle rappelle les actions à réaliser et propose en annexe un support pratique pour le recueil immédiat des informations relatives à l'accident. Donc en annexe, vous pouvez scanner ce document et l'utiliser par la suite avec les équipes qui constitueront ce groupe de travail, ce groupe d'analyse de l'accident du travail. Et à droite, c'est là les 61-63, et c'est une brochure qui présente la méthode de l'arbre des causes. Donc vous avez étape par étape des explications claires sur la façon d'identifier les causes, de les hiérarchiser entre elles pour arriver in fine aux causes profondes qui sont à l'origine de la survenance de l'accident du travail. Je vais céder la parole à Lise pour vous indiquer des éléments de référence, des sites internet, etc. Je vous remercie. Merci. Merci Sébastien, merci à Louis. Donc le site de référence est amélie.fr/entreprise. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, X, LinkedIn et Facebook. Et bien sûr, pour toute question sur les sujets prévention, tarification, ou pour approfondir le sujet qu'on vient d'évoquer, vous pouvez contacter le 36 79. Si vous avez un contact avec un contrôleur de sécurité ou un ingénieur conseil de votre caisse régionale, n'hésitez pas à vous adresser également à eux. Je vous repartage à nouveau notre lien vers le questionnaire de satisfaction. On vous remercie par avance du
du temps que vous pourrez prendre pour nous répondre. On va maintenant passer aux questions, si vous le voulez bien. Alors, j'en ai une première de Xavier. Alors, ça remonte un petit peu dans la présentation. Il demande si la désignation d'un salarié compétent est valable dès le premier salarié. Louis ou Sébastien, je vous laisse prendre la parole. Je peux répondre. Effectivement, la désignation d'un salarié désigné compétent, enfin, le salarié doit être désigné quelle que soit la taille d'effectif de l'entreprise. Après, c'est vrai que la loi est bien faite. Hein, donc, si votre entreprise ne dispose pas forcément des compétences suffisantes en interne pour désigner un salarié, donc je pense notamment effectivement aux très petites entreprises qui n'ont pas forcément assez de salariés, vous pouvez faire appel aux intervenants en prévention des risques professionnels, donc soit les IPRP des services de santé auxquels vous adhérez, soit un IPRP extérieur habilité par la DRETS. Puis dans tous les cas, comme je l'ai dit, vous pouvez demander et faire appel aux organismes comme nous, la CARSAT ou l'OPPBTP, l'ANACT. Voilà. Merci Louis. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le fil de questions? Pas dans le fil de questions. Attends. On a encore du temps, donc n'hésitez pas à nous écrire votre question. Donc, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir un mail avec le replay. Dans l'onglet Apps, 3 petits points à partage de fichiers, une fois le webinaire terminé, vous pourrez charger tous les supports de présentation. Alors, je vais ajouter un petit mot par rapport à l'utilisation de l'outil. Le mieux pour vous faire une idée de l'outil et puis de ses différentes fonctionnalités, c'est de le tester. Et puis petit à petit, vous verrez que vous allez le maîtriser de mieux en mieux, maîtriser les onglets dans lesquels vous pouvez rajouter des propositions, rajouter des mesures. Gardez bien en tête que c'est un guide et vous pouvez tout à fait enrichir les propositions qui sont faites dans l'outil de propositions très spécifiques à votre entreprise, et c'est là l'intérêt. Mais vous êtes guidé dans cette démarche, mais n'oubliez pas de regarder à côté de la route, j'allais dire, regardez autour de vous et regardez surtout chez vous, parce que c'est avec ces éléments que vous allez pouvoir rajouter des items spécifiques. Voilà. Merci si Sébastien. Pardon. Non, vas-y. Si vous avez des retours sur l'utilisation de cet outil, n'hésitez pas à en faire part à votre CARSAT, CRAMIS, CGSS, parce que nous, on peut reboucler avec nos collègues de l'INRS pour faire évoluer l'outil. Voilà. Merci Sébastien. Donc du coup, nous avons une autre question. Alors, comment sont calculés les taux imputés aux entreprises suite à un accident? Donc Louis ou Sébastien? Allez, j'y vais. Alors, de manière très simple, la tarification des ATMP fonctionne en fonction de la taille des entreprises. De 1 à 19 salariés, on est sur une mutualisation du risque, donc on va être sur un taux qui est collectif. Par exemple, si vous êtes sur de la construction de maisons individuelles sans réalisation de charpente ni de couverture, vous aurez un code APE quand vous allez dans votre centre de formalité des entreprises. Et c'est ce code APE qui va permettre de définir votre taux de cotisation, 2,5, 3, 3,5, etc. Ensuite, entre 20 et 149 salariés, vous avez ce qu'on appelle un taux mixte, qui est un taux dont la part de taux calculé augmente au fur et à mesure que vous vous approchez de 149 salariés. Et votre part de taux calculé va augmenter jusqu'à atteindre un taux calculé à 100% dès lors que vous êtes 150 salariés ou plus.
Et à ce moment-là, vous êtes sur ce taux calculé avec lequel et dans lequel vos accidents du travail sont imputés. La tarification fonctionne aussi sur une période triennale glissante. Donc, vous allez payer aujourd'hui les accidents qui sont arrivés l'an dernier, l'année d'avant et l'année d'avant. Il y a aussi un système d'écrêtement, puisque en fonction de la nature des accidents du travail, notamment de la gravité, je prends l'exemple d'un accident du travail mortel, il n'est pas possible d'imputer à l'entreprise sur une année la totalité du coût d'un accident du travail mortel, ce qui va être versé aux ayants droit. Et c'est avec ce mécanisme d'écrêtement que ça permet de limiter l'évolution du taux de cotisation. Voilà. Donc, en gros, si vous êtes moins de 20 salariés, l'objectif, c'est bien de faire en sorte que l'ensemble des entreprises, vos groupements ou vos fédérations travaillent sur les AT parce que c'est collectivement que vous arriverez à faire baisser le taux de cotisation. Vous, dans votre entreprise, même si le taux ne baisse pas immédiatement, vous le retrouverez tout de suite, puisque si vous n'avez pas d'accident du travail, ça veut dire que vos gens sont chez vous pour travailler et pas chez eux parce qu'ils sont arrêtés. Merci Sébastien. Alors je vais prendre une question qui se trouve dans le chat, c'est Corinne qui nous la pose. Alors s'il vous plaît, de préférence, pensez à aller dans l'onglet questions pour poser vos questions. Mais ça n'empêche qu'on va balayer, on ne laissera aucune question de côté. Alors, je remonte à Corinne qui dit, lors d'un accident du travail, le salarié qui a été témoin ne veut pas écrire pour éviter. Comment, comment peut-on faire pour l'inclure dans une démarche collective? On a un témoin qui est réticent, en gros, hein, je pense à donner, à faire part de son témoignage. Comment peut-on faire pour l'inciter? Voilà. Louis, Sébastien. Bah, oui, on peut déjà lui expliquer la finalité de l'analyse de l'accident de travail. Et comme on a dit, c'est pas de rechercher des coupables, mais c'est d'éviter la survenue de l'AT. Après, si vraiment il y a des difficultés pour laisser un écrit, ben, on peut la faire participer de manière anonyme, entre guillemets, j'allais dire, mais sans la citer dans la réflexion. Voilà, après on peut pas forcer non plus les gens à participer à l'analyse de l'accident de travail, mais en lui expliquant, je pense que les pourquoi, les tenants et les aboutissants, on peut inciter les personnes à Oui. participer à l'analyse. Merci Louis. Alors, nous avons une autre question. Alors, nous sommes un groupement d'employeurs. Nous mettons nos salariés à disposition de nos adhérents. L'étude de l'accident du travail doit être faite par notre association parce que nous sommes employeurs, mais peut-on imposer à notre adhérent de nous fournir son analyse à lui? Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un peu comme des agences d'emploi. Vous mettez à disposition des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice. L'accident du travail survient dans l'environnement du travail et dans le cadre du travail qui est réalisé au sein de l'entreprise utilisatrice. C'est pour cette raison que non seulement vous pouvez demander des éléments aux bénéficiaires, mais ou à l'entreprise utilisatrice, mais vous pouvez aussi demander à ce que l'utilisateur participe à l'analyse. Mais si j'ai bien compris, c'est de l'aide à domicile, hein, c'est ça? Je ne sais pas si on a cette précision pour tout te dire dans la question. Ou c'est parce que j'ai vu aide à domicile tout à l'heure que je dis aide à domicile. Mais Non, si c'est c'est pas une dit ça. entreprise utilisatrice, vous pouvez tout à fait la solliciter pour participer à l'analyse de l'accident, parce que vous ne maîtrisez pas ni l'environnement, ni les outils, ni le travail qui est à réaliser, même si dans le cadre d'une mise à disposition, il est vraisemblable que vous ayez fait une visite préalable. Ok, merci Sébastien.
Alors, on a pas mal de questions dans l'onglet. Oui. Il y en a une qui est assez basique, j'ai envie de dire. C'est Alissa qui la pose et qui demande à partir de quelle gravité doit-on déclarer un accident du travail? Difficile à interpréter, à donner gravité. Qu'est-ce qu'on met derrière gravité? Donc tous les accidents du travail doivent être déclarés, quelle que soit leur gravité. Merci Louis, c'est très Et de clair même, finalement. comme on l'a dit, hein, analyser ne serait-ce que les incidents va vous permettre d'améliorer vos situations de travail et d'éviter les futurs accidents de travail. Merci Louis. On passe à une autre question, Sandra. Alors, Lionel qui demande accidents et maladies liées au travail sont-ils traités de la même manière? Je n'arrive pas à l'afficher. Alors, pas tout à fait. L'accident du travail bénéficie d'un régime particulier qui s'appelle la présomption d'imputabilité. Cette présomption d'imputabilité, elle dit que si l'accident du travail survient en temps et en heure sur le lieu du travail et pendant le lien de subordination, il y a bien cette présomption d'imputabilité. Il n'empêche que si sur une déclaration d'accident du travail, par exemple, vous n'avez pas de témoin, ce qui vient compliquer un peu les choses, notamment quand le recueil des faits ou les circonstances de l'accident, comme on vous demande de le remplir dans la déclaration d'accident du travail, notamment quand les circonstances sont pauvres. Donc, par rapport à un accident du travail, vous avez cette présomption d'imputabilité. Si la caisse primaire n'a pas suffisamment d'éléments pour statuer sur l'imputabilité de l'accident ou non à l'employeur, et donc la reconnaissance en tant qu'accident du travail, elle va poser des questions à l'employeur avec un questionnaire qui s'appelle le questionnaire risque professionnel, le QRP, que vous recevrez. Et dans ce QRP, il y a justement le respect du contradictoire entre ce que va dire la victime de l'accident et ce que va dire le salarié. La maladie professionnelle, c'est différent. On a plus d'une centaine de tableaux de manière très courte. Il faut avoir une pathologie bien définie qui survienne dans un délai bien défini par rapport au travail et qu'il y ait une constatation médicale par rapport à cette pathologie. À ce moment-là, on peut considérer que la maladie entre dans ce qu'on appelle un tableau, une maladie professionnelle. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Alors, une question de Coralie qui nous dit un salarié a 24 heures pour déclarer son accident du travail. Il ne le fait pas dans ce délai. Est-ce que nous avons quand même l'obligation de le déclarer? Elle précise qu'elle travaille avec des aides à domicile qui interviennent à l'extérieur. Sébastien, Louis, que fait-on? Si on dépasse ce délai, est-ce qu'il faut quand même finalement en fait déclarer l'accident du travail, hein? Je dirais qu'une fois que vous êtes au fait de l'accident, vous avez obligation effectivement de le déclarer. Donc c'est pas parce que votre salarié a déclaré son accident, vous a informé de l'accident au-delà des délais réglementaires que vous devez vous abstenir de le déclarer vous dans vos délais. Alors moi j'ai une question là, qui me dit, mais quelles sont peut-être les sanctions ou les effets de déclarer au-delà de 24 heures un accident du travail? Il n'y a pas d'effet négatif à cela. D'accord. C'est davantage pour assurer une prise en charge la plus rapide possible. Ce qui est important, oui, c'est ça. En fait, dès lors qu'il y a des dommages, des blessures ou des dommages corporels ou psychologiques, l'intérêt aussi de la déclaration d'accident du travail, c'est que la victime ne va pas faire l'avance de frais. Je dois faire des radios, je dois aller à la pharmacie, je dois consulter un médecin, des spécialistes. C'est pris en charge dans le cadre de la déclaration de l'accident du travail et l'assuré social n'aura pas à faire l'avance de frais. C'est pas négligeable dans certains cas. Voilà, merci. Pour Pardon, compléter, oui, du oui. coup, il y a à déclarer un accident du travail le plus tôt possible. Il y a des avantages évidemment pour le salarié et puis pour l'entreprise, comme on a dit, de mettre en place des actions correctives le plus tôt possible et d'éviter la reproduction de l'accident du travail dans l'entreprise. Merci Louis. Une autre question, Sandra? Alors,
Arnaud qui demande, le taux est basé sur le numéro de sirène ou le numéro de sirette? Je suis tentée de dire sirette, mais pourriez-vous confirmer? Alors, aucun des deux, Arnaud. Vous étiez tenté, oui, oui. Mais non, en fait, comme je le disais tout à l'heure, quand vous démarrez votre activité ou par rapport à votre activité, vous avez un code qui est un code de l'INSEE qui s'appelle le code APE. Par contre, je ne sais pas vous dire ce que ça veut dire, mais c'est ce code d'activité qui correspond à une nomenclature des types d'activités en France qui va définir votre activité bien précise et la tarification des AT, le taux, s'appuie sur le code APE et non pas sur le code SIRET. Le SIRET, c'est l'identification unique de votre entreprise, mais c'est pas ça qui définit le taux. D'accord, merci. Je viens de tricher, un code APE, activité principale exercée. Merci Louis, j'étais en train de le chercher également. Allez, une autre question. Vers quel organisme se tourner pour apprendre à se servir de ces outils? Et directement dans la question, j'ai répondu à Sandrine qui disait, est-ce que l'outil qu'on a présenté, est-ce qu'il est téléchargeable ou uniquement en ligne? C'est un outil en ligne. Voilà. Et pour répondre à la question, vers qui se tourner pour apprendre à se servir de ces outils? Question de Roselyne. Oui, vous pouvez vous tourner vers la CARSAT. Hein. Nous proposons des formations sur l'analyse de l'accident de travail. Donc, vous pouvez regarder au niveau du site de votre CARSAT ce qui peut être proposé. Et vous aurez déjà de bonnes notions sur l'analyse de l'accident de travail de l'outil que nous proposons. Donc, les CARSAT sont les interlocuteurs privilégiés vers qui vous retournez, voilà, pour apprendre à utiliser ces outils et pour répondre à toutes vos questions. Merci. Question suivante. Alors, c'est Lydie qui demande, dans une petite entreprise, le salarié désigné compétent peut-il être le gérant? Complètement. Complètement. Il n'y a aucune contradiction ni aucune interdiction au fait que le gérant puisse cumuler des casquettes et des fonctions. Mais si le gérant souhaite être, la gérante souhaite être le salarié désigné compétent, ça pose aucun problème. Merci. Alors, je prends une question, mais qui peut-être, je vais peut-être inviter Christelle à reformuler sa question, peut-être qu'elle n'est pas complète. Nous sommes un groupement employeur multisectoriel assimilable à de l'intérim. Peut-être qu'il manque une partie de votre question, Christelle. Je la passe et n'hésitez pas à la reposer, peut-être complétée. Et je prends la question Arnaud. On a répondu à la question d'Arnaud. Véronique qui nous dit, si un tiers non salarié de l'entreprise est acteur de l'accident, comment faire avec la déclaration? Par exemple, un formateur externe en manipulant un objet blesse un salarié. Qui est responsable? Sébastien Louis, ça réfléchit. Oui. Alors, dès lors qu'il y a un tiers, c'est facile. Donc, en fait, vous allez faire une déclaration d'accident du travail pour votre salarié en identifiant un tiers responsable qui se trouve être Ce formateur externe. le formateur externe, c'est ça. Et c'est en précisant les circonstances de l'accident que vous allez dire le formateur, en manipulant tel objet, a fait tomber l'objet qui a blessé ensuite monsieur un tel. Voilà. Et là, on est dans un cadre complètement assurantiel, vous identifiez un tiers responsable. Voilà. Merci Sébastien. Une autre question, Sandra? Alors, Arnaud qui complète, nous avons un code APE pour chaque numéro de SIRET, et pour chaque établissement, mais un seul numéro de sirène. Ça vient compléter la réponse oui. peut-être de tout à l'heure. Plusieurs sirettes, un seul siran, oui, et plusieurs codes APE. Donc, ça veut dire que vous avez plusieurs activités et que vous avez plusieurs taux de cotisation. Voilà. OK. Merci. Alors, une question. À qui sera imputé l'accident
pour le compte de l'employeur. Alors, faut-il comprendre si c'est l'employeur en soi qui est en tort personnellement, c'est ça qui est désigné responsable? Je pense qu'il faut peut-être la comprendre comme ça, la question. J'imagine que vous parlez de ce même formateur qui a blessé le salarié. Alors, oui, c'est ça. C'est Véronique, effectivement, qui avait posé cette question par rapport au formateur externe. Oui. Alors, a priori, Véronique, théoriquement, si vous identifiez un tiers responsable, l'accident ne vous sera pas imputé. En revanche, s'il vous est imputé, vous pouvez tout à fait contester l'imputation sur votre compte employeur pour revenir sur la déclaration de l'accident du travail en précisant bien qu'il y avait un tiers responsable. Et à ce moment-là, les collègues de la tarification pourront changer l'imputation de votre compte employeur. Merci Sébastien. Une autre question, Sandra? Alors Christelle a reposé sa question plus complète. Ah. Merci Christelle. Hop. Du coup. C'était celle-ci. Alors, oui, tout à fait. Voilà. C'est celle-là. Je fais partie d'un groupement d'employeurs multisectoriels et non à domicile et je mets à disposition les salariés au TPE-PME. D'où ma question précédente concernant ma demande d'imposer à mon adhérent de me fournir son analyse de l'accident. Oui, alors, oui, pardon, c'est en lisant aide à domicile que j'ai tout mélangé. Je pensais que c'était de l'aide à domicile. Alors, imposer à votre adhérent de vous fournir son analyse de l'accident du travail, ça risque d'être pas nécessairement évident, mais si je fais toujours ce parallèle entre agence d'emploi et entreprise utilisatrice dans les relations de l'intérim, dans la théorie, l'agence d'emploi participe à l'analyse de l'accident du travail et l'entreprise utilisatrice porte à votre connaissance la survenance de l'accident du travail. Si dans l'entreprise, il y a une organisation et des personnes désignées qui analysent l'accident du travail, oui, vous pouvez tout à fait demander à votre adhérent de vous fournir l'analyse de l'accident du travail. Oui. Et si vous en avez les moyens, l'idée, c'est aussi de participer à cette analyse-là. Notamment sur l'aspect de la formation, puisqu'il est vraisemblable que votre adhérent, à un moment, vous demande de lui mettre à disposition des gens qui soient correctement formés par rapport à leur domaine d'activité. Et j'imagine que la formation des salariés du groupement d'employeurs et de votre ressort et pas nécessairement de celui de l'entreprise utilisatrice, sauf si c'est des formations très spécifiques au poste de travail. Très bien, merci Sébastien. Une question de Nadine qui nous dit qu'est-ce qu'un accident dit bénin et comment le traiter? Alors, un accident bénin, c'est un accident qui n'entraîne pas ni d'arrêt de travail, ni de soins médicaux. Et donc après, vous avez le registre d'AT bénin, dans lequel vous pouvez inscrire tous ces accidents et suivre ces AT. On a sur le site de l'ENRS également de l'information sur le registre d'AT bénin. Merci Louis. Et alors, en complément, je vais tout de suite pousser la question de Marion qui dit « Pour tenir un registre des accidents bénins, il faut une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité de l'entreprise, détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le certificat de sauveteur secouriste du travail. Si je résume, faut-il être secouriste et SST pour tenir ce registre ?» Louis-Sébastien, avez-vous la réponse? Je n'ai pas la réponse, moi. Je ne sais pas si Sébastien, tu l'as de ton côté. Alors oui, il y a quelques années, on accordait des registres AT bénin, ce que les caisses ont arrêté de faire petit à petit en partant du principe que même les AT bénin devaient faire l'objet d'une déclaration. Cependant, dans la démarche qui était appliquée à l'époque, on considérait qu'il fallait qu'il y ait un lieu dans lequel prodiguer les soins,
S'il y a un petit bobo, bah, c'était pouvoir désinfecter une petite plaie, mettre un pansement, etc. Et que les personnes qui qui procèdent à ces soins aient effectivement une formation. Donc, diplôme de secouriste, oui. Certificat de sauveteur secouriste au travail, oui. Maintenant, il faut être secouriste et sauveteur secouriste au travail. Je pense que sauveteur secouriste au travail, il y a la dimension travail en plus. Donc, et puis que ce soit le sauveteur secouriste ou le secouriste du travail, a priori, ils ne sont pas formés pour prodiguer des soins, mais prodiguer des premiers secours. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut prodiguer des premiers soins, sachant qu'on est toujours dans le cadre d'un AT bénin. Hein. Si c'est une personne qui a une fracture, il ne faut pas chercher, là vous appelez les pompiers, et puis voilà. Merci Sébastien. Une autre question, Sandra? Alors, lorsqu'il y a un accident de trajet pour venir au travail ou un accident de sport, lorsque l'apprenti est en cours, est-ce que le taux AT est aussi important? Il est en cours. Alors, Roulement de tambour. Alors c'est deux choses différentes. En plus là, c'est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, j'imagine. Un accident de trajet, si c'est un accident de trajet qui survient entre le domicile de l'apprenti et son lieu d'apprentissage, oui, c'est un accident de trajet. En revanche, un accident de sport, à moins que le sport soit dans votre activité, si c'est, je sais pas, un apprentissage pour être éducateur sportif, auquel cas, le fait d'être éducateur sportif, ça fait partie du travail et donc de l'apprentissage. Les deux seraient du ressort de l'accident de trajet et de l'accident de travail. Alors, le taux, en fait, tout rentre, l'accident de trajet et l'accident de travail rentrent dans le calcul du taux de cotisation. Tous ces éléments-là entrent en ligne de compte du calcul du taux. Il n'y a pas un accident plus important, plus impactant que l'autre sur le taux. Et pour compléter la réponse sur l'accident de trajet, évidemment, c'est entre le trajet du domicile et du travail, mais également de la restauration et du travail. Et il peut y avoir des détours qui sont modifiés par nécessité de la vie courante, on appelle ça. Mais effectivement, pour du sport, sauf cas mentionné par Sébastien, ça n'en fait pas partie. très bien, merci. Alors, une question de Patrick qui nous dit, dans le compte employeur, le total indicatif IT, qui est la somme des montants CCM IT pour chaque AT, tout le monde suit, est-il bien le montant facturé à l'entreprise ou bien y a-t-il d'autres composantes financières qui s'ajoutent à cela? Messieurs. Moi, c'est là où je ne suis pas un expert de la tarification encore. Oui, alors c'est très précis comme question et plutôt que de dire une bêtise parce que ça pourrait m'arriver, je propose qu'on garde la question et puis qu'on transmette la réponse une fois qu'on aura consulté nos collègues du service tarification. D'accord. Donc, on pourrait, comment on peut faire? On a la possibilité de revenir sur ce webinaire pour partager la question ou on prend contact avec Patrick? Comment ça peut se faire, la réponse Oui, on individualisée? pourra, à ce moment-là, on pourrait apporter soit la réponse à Patrick qui pose la question, soit la réponse à tout le monde. Je ne sais plus si on récupère. Il me semble Pardon. qu'on peut prendre toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu pour les diffuser à l'ensemble des D'accord. participants. Ouais, c'est ça. Parfait. Voilà. Donc, on y reviendra ultérieurement, Patrick. On va chercher la réponse exacte. Désolé, Patrick. Merci. On a d'autres questions. Alors, Arnaud, donc qui complète. Il faut toujours signaler le registre à la CARSAT. Tout est très bien indiqué sur les sites de la CARSAT. Merci à nous pour votre témoignage, partage d'expérience réussi en tout cas. Hop.
Alors, bonjour, l'indemnisation est-elle différente pour un salarié entre l'accident du travail ou l'accident de trajet? Attendez. C'est la même chose. En fait, accident de travail, accident de trajet, ça rentre dans les mêmes lignes d'indemnisation qui sont différentes d'une indemnisation en indemnité journalière maladie, par exemple. Donc, D'accord, merci. Alors, je regardais dans le chat si éventuellement il y avait des questions. Non. Hop. Oui, Patrick, merci à vous de patienter pour qu'on vous fasse cette réponse. Et bien alors, je crois qu'on est arrivé au terme des questions dans l'onglet. On peut encore reprendre quelques instants. Si vous aviez des questions amenées par les sujets qu'on vient d'évoquer ou les réponses que nos ingénieurs conseils viennent d'apporter, on peut encore reprendre quelques instants. Donc, je vous rappelle que par mail, vous recevrez le replay de ce webinaire, que dans l'onglet Apps, 3 petits points, vous pourrez trouver tous les supports qui ont été présentés. Dans le chat, on vous a partagé beaucoup de liens vers de la documentation, vers les tutoriels, vers les outils. On vous remercie de votre participation, de votre présence et de votre écoute. merci beaucoup. On remercie Louis et Sébastien de leur présentation. Merci à Sandra pour cet accompagnement. Et au plaisir de vous retrouver sur les webinaires entreprises proposés par la CARSAT Languedoc-Roussillon, la CARSAT Midi-Pyrénées. À très bientôt. Bonne continuation à vous tous et à vous toutes. Merci. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir, bonne journée. Au revoir.